Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre participation à cette conférence. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais donc exposer très brièvement comment sont préparées mes interventions. J'ai choisi de ne pas me limiter à une grille de lecture unique, c'est-à-dire que la méthode, elle se veut intégrative et pour cela, elle repose sur ce que j'appelle un trépied disciplinaire, à savoir la psychologie pour décrypter nos actes, nos émotions, nos représentations ou nos sentiments si vous préférez. Les neurosciences pour tenter de percevoir l'implication de nos actes, de nos émotions, de nos représentations dans notre cerveau et inversement. Et enfin, la philosophie pour élaborer un parallèle lorsque c'est possible avec les sagesses anciennes, mais aussi pour donner une direction à ces découvertes. Alors c'est donc à l'intersection de ces trois mondes que nous allons explorer le sujet de ce soir sur la bipolarité. Pour planter le décor, je voudrais partir d'une scène banale du quotidien, à savoir une famille réunie, un couple qui discute, un parent qui parle avec son adolescent. Rien n'a changé, la pièce est toujours la même, les mêmes murs, les mêmes visages, la même apparence extérieure. Et pourtant, quelque chose se décale au cœur même de l'expérience. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que les proches prononcent souvent cette phrase saisissante et en même temps récurrente: on ne vit plus dans le même monde. Comme si soudain le réel avait changé de texture, il avait changé d'aspérité. Alors il arrive en effet que le temps intérieur, il change de régime. Par moments, il s'accélère, la pensée fuse, les associations s'enchaînent, les projets surgissent en rafale, l'énergie monte, et puis l'urgence s'installe. Tout paraît évident, tout paraît devoir se faire maintenant, au point même que la certitude, elle devient parfois imperméable à toute contradiction. Et il existe d'autres périodes que le sujet va vivre, qui est d'autres périodes qui sont l'inverse de celles qu'on a évoquées, à savoir que le temps s'épaissit, les gestes se ralentissent, l'avenir perd sa consistance, et ce qui était simple devient immense, et ce qui faisait désir devient insipide, si bien que la vie continue, mais avec une certaine distance. Et c'est cela qu'on désigne de façon volontairement imagée comme étant la bipolarité du temps. Alors, il ne s'agit pas, bien sûr, de parler d'une alternance caricaturale, comme on en parle dans la bipolarité bien souvent, entre joie et tristesse, mais ici de pointer du doigt la désynchronisation du temps psychique. Or, cette perception du temps, elle se réforme, elle se modifie. Ce n'est pas seulement l'énergie qui va fluctuer, mais également la manière d'estimer le vrai, d'estimer le possible et le nécessaire. Et ça crée une divergence de réalité. D'un côté, il y a une réalité qui est vécue avec une intensité absolue, et de l'autre, une réalité partagée, plus stable, que l'entourage tente de préserver. Il y a une maxime du Talmud dans le traité de Berachot qui dit la chose suivante à propos des rêves, mais dont on n'est pas complètement si éloigné par rapport au sujet de ce soir. On ne montre à l'homme que ce qui vient des pensées de son cœur. En d'autres termes, notre accès au monde, il est toujours filtré par un état interne. C'est-à-dire qu'entre le monde et nous, entre le monde et soi, il y a une médiation. Laquelle? Une médiation biologique, une médiation émotionnelle, cognitive, culturelle, et qui sélectionne et qui amplifie, qui va même atténuer et interpréter. Donc notre vision du monde, elle est configurée à partir de ces éléments-là. Il n'existe pas de perception sans perspective. Et lorsque l'état comportemental devient extrême, l'évidence subjective, elle peut se substituer au réel partagé. Ce que je vis, ce que vit le patient, va se substituer au réel commun, qui est partagé par tous.
Ce n'est pas de la mauvaise foi, mais parce que se modifie justement ce rapport au temps et au degré de certitude. La recherche, elle, procure aujourd'hui un éclairage très concret à ces éléments. Dans le trouble bipolaire, les rythmes biologiques, en particulier le sommeil, l'horloge circadienne, alors j'expliquerai un peu plus tard ce que ça signifie, vont jouer un rôle central. C'est-à-dire que quand le sommeil se dérègle et que les routines se dispersent, la stabilité, elle, elle se fragilise et le risque d'épisode augmente. Et l'on sait aussi que la lucidité sur ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire l'insight, va fluctuer ou peut fluctuer. Il y a des moments où la personne voit de façon lucide la bascule et d'autres où elle ne voit presque plus. Et dans ces moments-là, discuter sur le fond avec cette personne devient souvent une impasse parce qu'on ne se situe plus dans le même temps ni avec les mêmes critères de preuve. Et c'est la raison pour laquelle nous disons que nous ne sommes plus dans le même monde. Alors que fait-on à partir de là? On pourrait croire alors que l'enjeu, c'est de convaincre, de démontrer, d'avoir raison. Mais ce n'est pas le bon combat. Le vrai enjeu ici, c'est de rendre la réalité à nouveau praticable. C'est cela négocier avec négocier la réalité. Non pas gagner un débat, il ne s'agit pas de ça, mais retrouver un terrain commun où on va protéger la personne, on va protéger le lien et surtout les décisions qui sont prises dans l'emballement où l'effondrement pourrait laisser des traces durables sur cette personne. Donc voilà ce que je vous propose ce soir. Trois choses. Apprendre à repérer quelques signes précoces de cette désynchronisation, comprendre pourquoi elle produit des conflits si violents et repartir peut-être avec quelques outils simples, des phrases à prononcer qui apaisent, des portes de sécurité pour ralentir l'irréversible. Alors encore une fois, ce n'est pas une invitation à contrôler l'autre, c'est juste une invitation à désescalader, à mettre du temps là où l'épisode veut précipiter et à restaurer de la continuité là où la maladie, elle impose une rupture. Alors la question d'ouverture, elle est la suivante. Comment reconnaître qu'on n'est plus dans le même temps avant même que la crise s'installe, avant même que ce soit tard? Et pour cela, permettez-moi de faire un détour, ou en tout cas d'entrer dans la clinique de la bipolarité. Si nous parlons de bipolarité du temps, faut-il encore savoir ce que nous nommons par le temps? Temps. Et très vite, on découvre une évidence paradoxale, à savoir que le temps, il est à la fois une mesure qui est quantifiable, avec une précision impitoyable, et ce que nous vivons avec une plasticité qui est déroutante. Saint Augustin, d'ailleurs, il formulait déjà avec une justesse presque clinique, sans connaître la clinique. Qu'est-ce que donc le temps? Il répondait la chose suivante. Si personne ne me le demande, je le sais. Si on me le demande et que je veux l'expliquer, je ne le sais plus. Alors, cette phrase n'est pas une coquetterie philosophique, elle pointe un fait psychologique majeur. Le temps, il est si intime qu'il se confond avec notre manière d'habiter le monde jusqu'au jour où quelque chose vient le dérégler et se dérègle ensuite en nous. Alors, on va faire déjà opérer un distinguo assez simple entre deux notions qui sont héritées de la pensée grecque, mais qui sont étonnamment fécondes en psychopathologie. C'est les notions de chronos et kairos. Chronos, pour les gens qui habitent en France, vous connaissez Chronopost, n'est-ce pas? Chronomètre aussi. Euh, Chronos, c'est le temps des horloges. C'est le temps quantifiable. C'est celui qui est segmenté, qui est uniforme. Il avance seconde après seconde, et avec une indifférence parfaite d'ailleurs. Une indifférence parfaite à nos états internes. Il est le temps des calendriers, il est le temps des délais, des obligations, de s'acquitter de ses factures, de prendre un avion, de rencontrer un ami, etc. C'est le temps qui rend la société possible parce que grâce à lui, les conduites sont comparables et coordonnables.
Ça, c'est Chronos. Et puis, il y a Kairos, qui est le temps de l'opportunité. Le Kairos, c'est l'opportunité, le bon moment, le moment juste, le moment du maintenant décisif. Il ne se mesure pas, par contre. Ça n'est pas quantifiable. Par contre, il se saisit et il est qualitatif. On pourrait dire donc que Chronos compte, à juste titre, et Kairos pèse. Chronos, il additionne, et Kairos, il densifie. Kairos, vous avez fait la connaissance d'une personne au cours d'une soirée, vous avez échangé avec, vous étiez en train de dire que vous cherchez du travail, par exemple, et puis quelques jours plus tard, vous recevez un message, un email ou un SMS qui ouvre une décision essentielle. J'ai pris connaissance de votre profil, j'en cherche un comme le vôtre. Ça, c'est Kairos. C'est l'opportunité. Mais la clinique ne se situe jamais dans Chronos, en tout cas pas complètement. Chronos, c'est quoi dans la clinique? Chronos, c'est l'épisode a commencé il y a 3 semaines. La personne dort 4 heures par nuit. Les crises surviennent 2 fois par mois. Ça, c'est Chronos. Il y a de la quantification. Par contre, Chronos ne nous dit pas si le temps est vécu comme urgent ou immobile, si le futur est accessible ou totalement nébuleux, si le présent il est saturé ou alors saturé de sens ou alors vide de sens, si la personne se sent poussée à agir ou elle est incapable de commencer quoi que ce soit. Ça, Chronos ne nous l'indique pas. Or, pour diagnostiquer cette bipolarité, il faut aussi entendre ce non-dit. Dans la bipolarité, c'est particulièrement parlant. C'est-à-dire qu'en phase haute, en phase up ou en phase euphorique, Chronos peut dire, on observe une diminution du besoin de sommeil. Mais la clinique, elle révèle le sentiment que tout doit se faire maintenant. Car la personne qui est en phase up ne veut pas toujours attendre. Elle est dans la précipitation. En phase dépressive, Chronos peut dire qu'il y a un ralentissement psychomoteur, tout devient difficile à accomplir, mais la clinique, elle révèle un futur qui est introuvable, qui a disparu des écrans, et donc une impossibilité de se projeter. Et alors c'est ici qu'intervient ce qu'on appelle le temps phénoménologique, le temps tel qu'il est vécu avant même d'être pensé. Le présent n'est pas un point mathématique, c'est une épaisseur, une espèce de profondeur du vécu où le passé persiste sous forme de rémanence, c'est-à-dire de quelque chose qui a existé, et où le futur existe déjà comme une attente, une promesse, parfois une crainte, parfois même une menace. Certains troubles psychiques, ils bouleversent surtout la façon dont le sujet vit le temps, et parfois plus profondément, d'ailleurs, que les symptômes qui sont visibles de l'extérieur. Autrement dit, ce qui est atteint en premier dans la bipolarité, ce n'est pas seulement l'humeur, mais la possibilité même de pouvoir se projeter. Et c'est précisément cette altération de la temporalité qui est vécue et qui peut être radicale et plus douloureuse que ce que l'on peut mesurer d'ailleurs de l'extérieur. Il y a une apparence qui est un peu trompeuse. La conscience, c'est une mosaïque d'instants, comme vous le savez certainement. C'est un flux continu. Alors la dépression et certains états bipolaires n'altèrent pas seulement l'humeur, ils vont modifier la dynamique même de ce flux, de ce continuum temporel. Et lorsque ce flux perd sa capacité à porter le présent vers l'avenir, c'est donc la possibilité de se projeter qui va même s'effondrer. Autrement dit, nous ne vivons pas dans le temps, nous vivons le temps. Souvent dans la phase dépressive, je parle de phase dépressive dans la bipolarité, bien sûr. La personne va émettre une ambivalence en disant que le temps passe trop lentement, surtout lorsqu'elle est toute seule. Elle se retrouve seule face à elle-même. Et puis, il y a d'autres moments, lorsqu'elle est accompagnée, elle va considérer que le temps va passer trop vite. Elle est donc binaire ou bipolaire dans sa façon d'estimer le temps. Et parfois, l'avenir
lui paraît proche, il lui paraît accessible. Parfois, il est même très, très accessible. Et elle va vous dire, c'est urgent, me faut absolument réaliser mon projet maintenant, sans préparation aucune d'ailleurs. Je sens que c'est le bon moment. Ou alors, d'autres moments, elle vous dira, je n'y parviendrai jamais. Ou encore, j'ai trop de choses dans ma tête, mon esprit s'embrouille, ou tout ceci est trop lourd, je me sens vide. Il existe également le temps social. Alors, le temps social, c'est quoi? C'est cette synchronisation avec autrui. Ce sont les horaires, les routines, les engagements. C'est le temps des rendez-vous. Mais c'est aussi le temps des rôles. Par exemple, être parent, être professionnel, être ami. Il n'est pas seulement pratique, c'est pas un temps qui est seulement pratique, c'est un temps qui est en quelque sorte identitaire. Et lorsque ce temps social se désorganise, il y a une irrégularité du sommeil, des repas déstructurés, il y a un isolement qui s'installe, un surinvestissement des projets, des ruptures de la cadence et une vulnérabilité thymique qui augmente, une vulnérabilité de l'humeur qui augmente. Ou encore lorsque surviennent des événements qui, de vie qui vont perturber le sujet, les rythmes sociaux peuvent se désynchroniser, mais les rythmes biologiques aussi, et ça peut précipiter le sujet dans ça peut précipiter des épisodes chez les sujets vulnérables. Alors je le reformule de façon simple, la stabilité psychique, elle a besoin d'une stabilité rythmique. Elle n'a pas besoin de rigidité, mais d'une cohérence. Alors on va partir de l'hypothèse directrice selon laquelle la bipolarité est un dérèglement de l'énergie, de la science, de l'anticipation et donc du temps. Alors on va voir comment on peut démontrer cette hypothèse-là et parvenir à une affirmation. Comme vous le savez, la bipolarité, et on l'a dit plusieurs fois, n'est pas seulement une alternance de l'humeur. C'est aussi une altération de l'énergie, de la science, de l'anticipation. Alors, voyons ce qui se passe au niveau de l'énergie. L'énergie, ce n'est pas seulement un niveau de forme. C'est ce qui conditionne l'accès à l'action, la vitesse d'initiation. C'est ce qui conditionne la tolérance à l'effort, la résistance, la capacité de maintien. Et quand l'énergie augmente, le monde devient abordable, et quand elle s'effondre, même l'évident devient insurmontable. Ça, c'est ce qu'on observe. Deuxième dimension, la science. La science, c'est ce qui saute aux yeux, ce qui prend une valeur disproportionnée, ce qui attire l'attention et organise la signification. C'est donc la capacité du cerveau de décider ce qui est important pour la personne et attirant dans notre environnement. Or, dans certains états, le cerveau va attribuer une importance excessive à certains indices, à certaines idées, à certaines coïncidences, et dans d'autres, il ne parvient plus à attribuer de la valeur à ce qui habituellement le motive. Et sur le plan neurobiologique, les recherches nous montrent que dans les phases maniaques et dépressives, il y a une dérégulation ou une dysrégulation de la dopamine qui s'opère. La dopamine entre dans le circuit de la récompense, n'est-ce pas? C'est ce qui nous pousse à aller vers la chose et à réaliser le désir qui nous tient à cœur et qui modulerait précisément l'attribution de la science, faisant que le cerveau va réformer sa façon de juger de l'importance des choses par rapport à un état où l'individu serait beaucoup plus apaisé. Alors, je répète, ou je résume, ça signifie que la dopamine, elle, qui régule qui est dans le circuit de la récompense, elle va connaître une dérégulation, ce qui fait que on va avoir, euh, on va juger d'une autre façon de voir les choses, la façon de réaliser nos désirs, par rapport à quelqu'un qui serait apaisé d'ailleurs. Troisième dimension, c'est l'anticipation. Anticiper, ce n'est pas rêver. C'est une fonction cognitive qui est vitale. Anticiper, c'est simuler le futur.
c'est estimer les conséquences, c'est mettre en balance coûts et bénéfices, c'est décider ou d'ajourner une action. Or, l'anticipation, elle est profondément sensible à l'humeur et au sommeil. Ça veut dire que cette anticipation, elle va être instable, elle sera instable en fonction de notre humeur, en l'occurrence celle du bipolaire, ou en fonction du sommeil. Et c'est ici que le temps se déforme. Dans l'état maniaque ou hypomaniaque, on observe un temps qui est subjectivement accéléré, c'est-à-dire que le futur semble déjà là, le présent se dilate et se charge de signification, puisque tout du futur doit être importé dans l'instant présent pour être réalisé. Donc, une perception temporelle qui est déformée. Et dans la dépression, le temps, lui, va se ralentir jusqu'à devenir pesant. L'avenir va se retrécir, le présent va s'alourdir et le passé s'impose comme une masse narrative. Et on a des travaux de recherche qualitatifs et phénoménologiques sur l'expérience du temps dans la dépression qui décrivent de façon très consistante, cette altération. C'est-à-dire qu'il y a un ralentissement du flux temporel et un sentiment d'immobilité avec un horizon qui s'appauvrit. Et il faut ajouter un point décisif à ça, c'est que ces altérations du temps ne sont pas seulement subjectives, elles sont aussi corrélées à des variables qui sont des variables biologiques et rythmiques. Donc à des choses qui se passent à des modifications du corps, ou à des altérations qui se produisent à l'intérieur du corps. Et des études nous font observer combien les perturbations de sommeil et la désynchronisation circadienne sont fréquentes dans le trouble bipolaire. Et donc, dans la bipolarité, quand on travaille sur le temps, ça n'est pas une métaphore poétique. Ça fait partie de la stratégie clinique. Là, on arrive au point le plus délicat, qui est la divergence de réalité, qui est un point d'ailleurs central. Quand on dit négocier la réalité, on pointe une frontière. Une frontière, cette frontière, c'est celle qui relève d'une erreur qui est corrigible et celle qui relève du monde vécu. Alors, je m'explique. Il y a un désaccord, le désaccord épistémique, qui porte sur la connaissance, c'est cette situation dans laquelle on peut en principe corriger une erreur par information. Par exemple, on a mal lu quelque chose, on peut essayer de relire, on a mal compris quelque chose, on peut également essayer de relire ou se renseigner par ailleurs, ou alors on peut avoir lu des données incomplètes, ce qui fait que ça va perturber cette connaissance-là. On va avoir une connaissance partielle, voire peut-être même erronée de la chose. On pourrait même discuter avec une personne et réviser sa croyance sur cette connaissance qui vient d'être acquise, sans que son être entier ne se sente menacé ou frustré. Se pose alors le problème dans certains états thymiques. La divergence, elle n'a plus seulement la forme d'une erreur, elle prend la forme d'une évidence affective. C'est-à-dire que la personne, elle va vous dire, ce que je dis est absolument vrai. Pourquoi? Eh bien parce que je le sens. Fin de la démonstration. La démonstration, c'est je le sens. C'est la preuve. Parce que j'ai ce ressenti, donc ce ressenti est considéré comme vrai. Il ne s'agit pas ici seulement de croire, il s'agit d'être saisi. Et l'évidence affective, c'est une conviction qui s'impose comme un ressenti, non pas parce qu'elle a été démontrée. Et pour ainsi dire, la personne qui est dans cet état, parfois, elle abhorre, elle déteste la démonstration, mais parce qu'elle est éprouvée comme étant vraie. Donc ce ressenti-là, il est éprouvé comme si c'était une vérité. Et c'est ce que j'appelle un désaccord ontologique qui est vécu. C'est-à-dire, c'est le fait que la réalité, elle se donne avec une texture qui est différente, une tonalité qui est différente et un degré de certitude qui est différent. Par exemple, ce matin, j'ai vu 3 fois le même chiffre sur 3 plaques d'immatriculation différentes. Puis j'ai reçu un message
au bon moment. Et à la radio, le speaker a prononcé un mot auquel je pensais. Ce n'est plus une coïncidence. C'est un signe. C'est un signe qui vient de quelque part. L'univers, appelez ça comme vous voulez. Même si on ignore la source, on va dire que c'est un signe. Et je dois absolument agir aujourd'hui parce que j'ai une espèce de conjonction ici de signes qui montre qu'il y a un appel qui m'est lancé pour accomplir cette action-là. Dans la clinique, ça change tout. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas refuter une évidence affective. Vous ne pouvez pas entrer dans un débat avec la personne qui a une évidence affective comme on refuterait une affirmation factuelle. La confrontation frontale, vous avez tort, va produire souvent l'effet inverse de l'effet recherché. Si vous dites à la personne, tu as tort, ce sont juste des coïncidences, vous allez rentrer dans une confrontation avec la personne. Et la personne va se rigidifier, elle va peut-être même se sentir humiliée, elle va se sentir même frustrée. Et l'alliance qui vous lie à elle risque d'être rompue, ou alors ça peut même pousser à l'escalade, voire au retrait. Et c'est ici que la notion de réalité partagée, elle devient indispensable. Il faut bien noter que la réalité partagée, ça n'est pas la dictature du consensus. C'est la stabilité intersubjective qui rend la vie commune possible. Et donc le but avec le patient, ça n'est pas de débattre ou de remporter un débat d'idées ou de lui montrer qu'il a tort. Le but, c'est de remettre un pont entre l'évidence intérieure et la réalité partagée. On ne négocie pas des opinions, on négocie des choses concrètes. Par exemple, le coût d'une telle action. Si on engage une telle action, qu'est-ce que ça risque de te coûter? Le risque, est-ce que c'est réversible ou non? Est-ce que c'est le bon moment pour décider ou non? Exemple, une personne en phase up veut investir une grosse somme d'argent immédiatement. Elle est certaine que l'opportunité est unique et que si elle la laisse passer, il n'y en aura pas une seconde. Elle sent, elle considère pour vrai le fait que c'est l'opportunité, qu'il faut absolument investir cette somme d'argent. Bien. Plutôt que de lui dire tu te trompes, il vaudrait mieux répondre pour amener à la discussion et établir un pont, un lien avec la personne. D'accord. Probablement, tu as sûrement raison, je ne connais pas le sujet, on va se donner peut-être 24 heures, on va y réfléchir, on va peut-être contacter un tiers de réalité qui, lui, a l'habitude d'effectuer des investissements ou qui a accompli un projet similaire, on pourrait peut-être le solliciter pour avoir son avis, savoir ce qu'il pense, etc. En somme, il s'agit de ne pas humilier l'élan de la personne. On va sécuriser l'irréversible et on redonne du temps à la décision. En d'autres termes, la bipolarité, elle met à l'épreuve notre conception même de la rationalité. Elle nous oblige à distinguer la logique argumentative de la logique existentielle. La preuve de l'évidence. Le temps, il est un opérateur central. C'est-à-dire que quand il s'accélère ou se fige, ce n'est pas uniquement le ressenti qui change, c'est l'accès au futur, donc à la décision, donc à la responsabilité, donc à la vie partagée qui va changer. Et ici, nous faisons typiquement face à une croyance qui est altérée, qui est dénaturée, qui subit une distorsion et qui risque de conduire à une décision inadéquate avec peut-être même un point de non-retour. Alors, entrons dans la clinique, non pas comme une liste de critères à cocher ou une liste de symptômes à cocher, mais comme une expérience du monde. Parce que dans la bipolarité, le basculement du régime temporel n'est pas un détail subjectif. Il va recomposer l'attention, la décision, le lien avec autrui, parfois même le sens de la responsabilité.
En somme, la bipolarité, c'est une désynchronisation avec le corps, avec l'énergie, avec l'avenir et avec les autres, avec le tissu social. Dans la manie, d'ailleurs, et plus discrètement dans l'hypomanie, on n'entend pas seulement je vais bien, tout va bien en ce moment, j'ai la forme, j'ai plein d'énergie. On entend aussi que tout va vite, tout est clair pour moi, tout est là, je sais que c'est le bon moment. La temporalité, elle change de forme, c'est-à-dire que le présent n'est plus un point d'équilibre entre passé et futur, il va envahir l'expérience comme si la vie se réduisait à l'instant même sans aucune profondeur. Il n'y a plus de futur. Le futur va fusionner avec le présent et c'est le présent qui va le phagocyter. Tout doit se faire dans l'instant, sans aucune teneur, sans aucune profondeur. On sent que c'est le bon moment. Alors on parle d'accélération, et c'est vrai, mais le cœur du phénomène, c'est souvent une asynchronie. Le sujet n'est plus au même tempo que le monde commun. Le calendrier collectif d'ailleurs, ça devient une entrave pour lui. Il en a horreur. Le pas maintenant, c'est une forme de négation de sa part, de son être. Si on lui dit pas maintenant, il a l'impression que vous lui voulez du mal ou que vous ne le prenez pas en considération. Et alors survient un effet clinique décisif. Le futur paraît déjà advenu. Le projet, il n'est plus possible. Il devient nécessaire. Il devient vital. L'idée n'attend plus d'être testée, elle s'impose avec une force et une évidence. Et pour le dire peut-être dans des mots philosophiques, c'est que la temporalité, elle est l'horizon à partir duquel le monde devient compréhensible, intelligible. En manie, en phase maniaque, cet horizon, il se reconfigure et le monde devient lisible que sous le signe de l'urgence et de la promesse. Le présent, lui, il est sursignifiant. Le présent en phase maniaque, il est sursignifiant parce qu'il est sursaturé de sens. Comme on a dit tout à l'heure, de par l'exemple, des indices deviennent des signes, des coïncidences deviennent des confirmations. Et donc, une conversation banale, elle prend une portée stratégique. C'est comme si l'attention et la valeur qui est accordée aux choses étaient amplifiées. Et certaines pensées deviennent très convaincantes, très collantes, difficiles d'ailleurs à mettre à distance. Ça produit un fait psychologique assez simple. Ce n'est pas seulement l'élan qui monte, pardon, c'est la persuasion intérieure. On est persuadé qu'il faille accomplir l'action là, dans l'instant où on l'émet, où on la prononce, où on y pense. Qu'est-ce qu'on observe également en phase maniaque? On observe ce marqueur classique qui est ce qu'on appelle en anglais le racing thought, qui sont des pensées rapides, serrées, parfois, qui sont vécues comme une foule qui assiège l'esprit, qui occupe, qui conquiert l'esprit. Ça ne le lâche pas. Et ça transforme le temps vécu, la perception du temps. Le sujet, il devient porteur du paradoxe suivant, à savoir que le temps est trop court pour contenir tout ce qui arrive, et pourtant, curieusement, la journée paraît extensible. Ça veut dire si me survient en période up une idée quelconque, en plus de celle que j'ai déjà, eh bien, je vais considérer qu'elle serait bonne à entreprendre et à réaliser. Donc la journée paraît extensible, sans même tenir compte du fait qu'il faut un temps pour chaque chose, sans même tenir compte du fait qu'il y a une conséquence aux choses. Non, tout ceci est occulté, ça ne me traverse pas l'esprit. Ce qui compte, c'est de pouvoir réaliser la chose. Il y a un circuit de la récompense qui est en suractivation ici. Et donc la journée, elle devient extensible comme si ça pouvait tout contenir ou tout accomplir en l'espace de 24 heures. Autrement dit, la manie, elle déforme l'estimation du temps disponible et surtout du coût réel des actions. Alors, petite métaphore et un clin d'œil à la relativité d'Einstein, c'est franchement le temps d'un clin d'œil.
Dans la relativité d'Einstein, le temps n'est pas seulement une donnée, il dépend d'un référentiel, lequel? De la vitesse et de la gravitation. Dans la bipolarité, le référentiel, c'est pas la gravitation, c'est l'état du cerveau, c'est-à-dire son énergie, l'attention, la saillance, l'anticipation. Et quand ce référentiel, il bascule, le futur va se rapprocher ou peut se rapprocher ou alors se retirer. Et l'implication psychologique, c'est de remettre du temps là où l'instant va tyranniser. Et à ce stade, il faut repérer le temps qui est passé en mode, le temps qui est passé en mode opportunité permanente. C'est-à-dire que tout semble urgent, tout semble à saisir. Le travail psychologique, ça consiste à rendre l'acte réversible. Qu'est-ce que ça signifie de rendre l'acte réversible? Ça signifie différer l'action. Ça signifie peut-être même la fractionner, tester à petite échelle. D'accord, on ne tue pas l'idée. On va la mettre à l'épreuve. On va se renseigner. On va réfléchir. On va consulter quelqu'un. Donnons-nous 24, 48 heures, une semaine, etc. Non, une semaine, ça fait long. 24 heures, 48 heures. Et puis, par ailleurs, il faut faire du temps social un filet de sécurité. C'est-à-dire remettre de la routine, remettre des rythmes, des repères. Parce que la stabilité ici, elle passe par la synchronisation avec le corps, mais pas seulement, avec les autres aussi. Et ça devient protecteur. Par exemple, établir des levées à heure fixe, se lever à heure fixe, effectuer ses repas à heure fixe, avoir une activité qui soit structurée le matin, même aussi courte soit-elle, avoir des rendez-vous avec une personne de confiance. Et puis, au moment où on va se coucher, il faut marquer la fermeture, notamment en coupant les écrans. Avoir une stimulation qui soit réduite et un coucher qui soit protégé. Ça ne s'appelle pas rigidifier la vie, ça. C'est pour redonner au cerveau une cadence commune, c'est-à-dire que le temps du corps, donner du temps au corps et donner du temps aux autres. Et souvent, ce filet de routine suffit à éviter que l'élan lui-même il ne devienne une fuite. Ça, c'était pour up, la partie euphorique de la bipolarité. Voyons ce qui se passe au niveau du pôle dépressif, dans la phase down. La dépression, la phase dépressive, ça n'est pas seulement la perte d'envie, ce n'est pas seulement la tristesse, c'est aussi un ralentissement ontologique. Le temps devient une matière, il est lourd. Et pour cela, il y a une triade phénoménologique qui est souvent la suivante. Passé, présent, futur. Le présent, lui, il s'alourdit, c'est-à-dire que le moindre geste devient coûteux, non seulement en effort, mais en temps subjectif. Une tâche qui durait 3 minutes peut s'avérer devenir une montagne. Le présent, lui, se rétrécit, il n'y a plus de projet. Je n'ai pas accès à l'idée même de possible. La personne a perdu l'accès psychique à la catégorie même du ça pourrait peut-être être autrement, ou encore je ne parviens plus à imaginer un peut-être. Donc, le futur, il s'efface de l'horizon, il disparaît. Il n'y a plus de possibilité de se projeter. Et le passé, quant à lui, eh bien, ça devient un espace, entre guillemets, de rumination, ou un temps de la rumination, des regrets constants, de la culpabilité, et puis une réécriture négative et récurrente du récit de soi. Pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Et pourquoi j'ai agi de telle façon? Et je n'aurais pas dû, etc. Et ça tourne en boucle. Il y a un script ici qui bug. La dépression, elle altère la structure de l'expérience en réduisant l'accès au futur praticable. C'est-à-dire que le monde cesse d'apparaître comme un champ des possibles.
Alors, je voudrais vous donner juste très, très rapidement une lecture phénoménologique de par le regard que nous apporte Husserl. Husserl, c'était un philosophe autrichien du 19e siècle. Il dit la chose suivante à propos, dans une œuvre qui s'appelle Conscience et temps, Conscience du temps, pardon. Il décrit le temps en fait comme une structure tripartite. Il parle de rétention, c'est-à-dire ce qui vient de passer mais qui demeure présent, la rétention. L'impression, c'est le maintenant, c'est-à-dire l'instant présent. Et la protension, c'est la capacité de la conscience à se projeter vers l'avenir. Alors, on ne va pas rentrer dans l'exégèse là-dessus, mais simplement, juste une formulation clinique qui est possible à partir de là. Dans la dépression, la protension, c'est-à-dire la capacité à se projeter dans l'avenir, elle se contracte, elle s'appauvrit. L'avenir, lui, il n'est plus préfiguré comme une promesse de possibilité. Et le présent, il perd sa traction. Qu'est-ce qui reste alors? La rétention, le passé, et qui devient écrasant à force de rumination incessante. Et certes, cette articulation-là explique pourquoi certains patients disent des phrases qui ne sont pas des simples pensées négatives, mais de véritables énoncés radicaux. Je ne vois pas comment ça pourrait changer. Je ne sais pas. Je sais que demain ne sera pas pareil. Ou alors encore, tout est déjà fini. Ce sont des phrases temporelles, de temps, autant que des phrases d'humeur. Alors, l'implication ou la conséquence clinique, elle est majeure. Si vous évaluez la dépression comme un simple déficit de motivation, vous ratez le phénomène central. Souvent, la motivation elle ne manque pas par paresse, mais parce que le futur ne joue plus son rôle d'attractivité, d'aimant. Et donc, ça justifie plusieurs actes d'intervention qui sont très concrets. De la micro-temporalisation, c'est-à-dire découper les actions en segments très courts, non pas pour infantiliser la personne, mais pour rendre le temps à nouveau habitable, plutôt que de travailler 1 heure ou de se livrer à une tâche, même un ménage pendant 1 heure, ce qui paraît être une montagne pour la personne, eh bien, faire accomplir une tâche de 5 minutes. Plutôt que de ranger toute la maison, eh bien, ranger deux, trois petites choses et ça s'arrête là, pas plus. On reprendra le dossier un instant ultérieur. Juste un seul pas, juste démarrer. Quand le temps est visqueux, l'unité d'action doit être réduite. Et puis, il faut réintroduire des repères chimiques, c'est-à-dire que le temps social, ça devient une béquille. Des horaires de lever, on se lève pas à n'importe quelle heure, on ne traîne pas dans son lit sans à longueur de journée, donc se lever à heure fixe, s'exposer à la lumière, parce que elle joue sur l'humeur, effectuer des repas réguliers, ne pas manger n'importe quoi. Il faut réintroduire du sens, et la réintroduction du sens s'effectue même par la nourriture. Savoir pourquoi on mange, obéir à la loi de la nécessité ici. Donc la stabilisation des rythmes, elle est aussi une stabilisation du monde, de la façon dont on voit le monde. Et puis enfin, travailler la narration sans la confondre avec la preuve. Dans la dépression, le récit de soi, il devient souvent un tribunal. Tribunal, donc culpabilité forcément. J'ai mal agi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'aurais pas dû faire ceci ou cela. L'idée est de rendre ce récit moins totalisant. Et pour cela, il faut distinguer les faits des interprétations, des affects et des projections. Ça demande beaucoup de concentration, de la clairvoyance. L'objectif n'est pas d'imposer un optimisme en se disant que tout ira bien parce que ça ne marche pas comme ça, mais rouvrir les possibles. Quand je dis imposer un optimisme, c'est-à-dire ne pas rentrer dans ce performatif-là qui consiste à croire qu'en se disant que tout va bien ou en pensant que tout va bien, tout ira bien. Ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché, ça marchera jamais. Ce qu'il faut, c'est faire en sorte que les choses aillent le plus possible. Alors, nous avons parlé de la phase up, nous avons parlé de la phase down. Que reste-t-il des états mixtes?
Les états mixtes, ce sont des cycles, des cycles rapides où il y a un conflit interne au niveau de la temporalité. Les états mixtes, c'est lorsque les symptômes des deux pôles sont présents avec des signes opposés qui coexistent et entrent en collision. Et c'est quelque chose d'assez terrible. C'est-à-dire que le sujet qui vit ces états mixtes, il résume la chose, on pourrait plutôt résumer la chose en disant qu'il y a trop d'énergie pour rester immobile et trop de souffrance pour avancer. C'est donc une combinaison terrible, redoutable, avec une activation élevée, un sommeil qui est réduit, une irritabilité, une accélération de la pensée, mais aussi qui va se conjuguer avec une tonalité dysphorique, une angoisse, une culpabilité et un désespoir. Nous avons la chose et son contraire qui cohabitent à l'intérieur d'un même corps. Donc, les états mixtes sont associés à un risque suicidaire, précisément parce qu'ils peuvent conjuguer l'énergie d'agir et la valence affective sombre, c'est-à-dire les émotions négatives. Cet état mixte, ça signe un conflit temporel qui est interne, une forme de temps qui se casse, qui se brise, qui se fragmente, où la pensée va vite, mais elle ne conduit à aucune issue. Alors la question qui se pose, comment alors le cerveau produit-il ces régimes temporels? Qu'est-ce qui se passe dans les rythmes circadiens? Qu'est-ce qui se passe dans la science, dans l'anticipation, la prédiction, et qui rend le futur proche ou alors impossible? Que se passe-t-il dans le cerveau? Il faut alors distinguer deux choses, la cause et le niveau d'explication. Comment vous le dire? Il n'y a pas un bouton unique qu'on activerait et qui permettrait de déclencher quelque chose, un état, une humeur. Ça ne marche pas comme ça. C'est une constellation qui converge de facteurs qui convergent vers le même résultat. C'est-à-dire, il y a une dérégulation des rythmes, de la valeur et de la prédiction. Or, la conscience, elle est structurée par l'anticipation. Ça signifie que la conscience, ce n'est pas un simple enregistreur ou un enregistrement de l'instant présent qui me fait dire que qu'est-ce qui me donne la preuve que moi, c'est moi qui parle, par exemple. Ça n'est pas uniquement un enregistrement de l'instant présent. Au contraire, c'est chaque instant de la conscience porte en lui une ouverture sur l'instant d'après, sur le futur. Pas forcément éloigné, mais simplement l'instant d'après. Et quand ces leviers se dérèglent, eh bien le temps vécu se dérègle aussi. Et si on le disait avec Heidegger, qui est un philosophe du XXe siècle, la temporalité, c'est l'horizon qui rend le monde intelligible. C'est-à-dire que passé, présent, futur ne sont pas seulement des repères chronologiques, ils le sont certes, mais pas seulement, mais ça doit être pris comme un continuum, comme un tout, et qui constitue une trame grâce à laquelle le monde devient lisible, compréhensible, parce que chaque chose apparaît comme héritée d'un passé ouvert ou fermé sur un futur. Et en clinique, quand cet horizon bouge, eh bien le monde change. Il change de sens avant même de changer de contenu. Alors, je résume en 4 étages. Dans le trouble bipolaire, le sommeil et les rythmes circadiens sont souvent fragiles, même hors épisode d'ailleurs. Quand le stress et les ruptures des routines dérèglent le temps social, l'horloge biologique, elle aussi, elle suit et le risque d'épisode augmente. D'où un enjeu préventif de réinstaller des routines stables et des rythmes protégés. Deuxième étage, c'est au niveau de la récompense. Qu'est-ce qui aimante le futur? Ici, on a une dysrégulation dopaminergique, de la dopamine, et une hypersensibilité du système d'approche. Le système d'approche, c'est le moteur neuropsychologique qui nous pousse à aller vers quelque chose de désiré. Et c'est ce qui module le traitement de la récompense. Or, en phase up,
Le futur paraît tout proche, comme on l'a dit, et il se confond dans le présent, il fusionne avec le présent, donc il disparaît pour l'instant présent. Les efforts sont sous-estimés, les coûts aussi sont sous-estimés, la promesse, elle semble immédiate, et la décision, évidemment, elle devient impulsive, puisqu'on n'escompte plus la conséquence. Et en phase basse, en phase down, le futur se reflue, ou se retire comme une espèce de marée descendante, il perd son pouvoir d'attraction, la poursuite intense de buts peut en plus désorganiser le sommeil et les routines. Par conséquent, il va falloir psychoéduquer ou faire de la psychoéducation et mettre en place des garde-fous temporels. Et puis, troisième étage, c'est la prédiction. Pardon, le temps comme le produit de l'anticipation, à savoir que le cerveau, il anticipe en continu, il teste ses modèles sur le réel et il se corrige, il s'adapte. Si cette fonction se rigidifie, alors le temps vécu va se déformer. Dans la bipolarité, on a récompense et prédiction qui s'entraînent, c'est-à-dire qu'il y a une surconfiance, une surestimation ou une surpondération des signaux positifs, ça c'est en phase haute, et en phase basse, il y a un effondrement de la confiance en soi et de la confiance dans l'avenir, la confiance au monde, etc. Ce cadre, il relie mécanisme et sens. Donc le cerveau fabrique du sens en fabriquant du futur. Or, ce mécanisme, il subit également un dérèglement. Et puis, quatrième étage, il va falloir intégrer le monde interne et externe. Alors, ça se fait automatiquement, évidemment, ça n'est pas une opération de la volonté. C'est-à-dire, le temps vécu, ou dans l'instant présent, il dépend de trois choses. Le temps que vous êtes en train de vivre ou que je suis en train de vivre, il dépend de trois choses. Il dépend de quoi? Il dépend de l'équilibre entre l'attention et le monde externe. Il dépend aussi de l'autoréférence. L'autoréférence, c'est la mémoire, le récit de soi, la projection de soi dans le futur. La mémoire, ça concerne notre passé, évidemment. Et le troisième élément, ça dépend également d'un troisième élément, c'est la sélection de ce qui compte maintenant. Là, en l'occurrence, vous êtes en train de m'écouter, c'est ce qui compte pour vous, et moi, ce qui compte pour moi, c'est de m'adresser de la façon la plus claire à vous. Donc, ce sont ces trois éléments qui se conjuguent et qui fait qu'on va intégrer le monde interne et externe dans notre réseau cérébral, dans les réseaux cérébraux. Ici, on pointe du doigt deux réseaux qui sont emblématiques. Le réseau de mode par défaut qui compose le récit de soi, donc c'est un peu sa biographie si vous voulez, et le réseau de science qui fait un tri intelligent ou adaptatif plutôt de ce qui est important et de ce qui permet de rester concentré sur une tâche. Ça permet de gérer l'attention. Au passage, les personnes qui connaissent un trouble de l'attention et un déficit de l'attention ont euh, un réseau de mode par défaut qui est défaillant, qui est dysfonctionnel. Puis la science, ce qui attire l'attention, s'emballe, le présent devient trop dense. Si la simulation se rigidifie, alors le futur, il se verrouille. Le temps n'est donc pas seulement une durée, c'est une mise en relief du présent et une mise en scène du futur. Alors, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir ce qui fait que le temps se dérègle à travers quatre étages neurocognitifs. Et on voit bien que ces quatre étages, ils sont en dysfonctionnement. Que faire alors quand la réalité diverge? Que faire lorsque la personne ne vit plus dans le même monde? Alors, on a désormais les pièces du mécanisme, c'est-à-dire que quand les rythmes se dérèglent, quand la récompense et la science s'emballent ou s'éteignent, quand l'anticipation, elle se rigidifie, la personne ne choisit pas simplement de croire autrement, elle habite un autre régime de réalité. Et c'est là que l'éthique va rejoindre la technique. Donc la réponse à cette personne qui devient hors monde, ou qui est hors monde, elle n'est pas la confrontation brutale, ni l'acquiescement naïf.
La réponse, c'est la construction d'un tiers protecteur, du temps à ajouter à l'instant. Il faut rajouter du temps au temps et non pas prendre une décision. De la réversibilité qu'il faudrait ajouter à l'élan pour ne pas qu'une décision soit prise et qu'on soit dans l'irréversible. Et une alliance capable de dire, je reconnais ce que tu vis et ça n'est pas simple. Et je vais t'aider à tester sans t'abîmer. On va réfléchir tous les deux sans que tu puisses écoper de la conséquence. Et alors, on arrive à une question qui est très concrète. Comment vivre et décider, comment vivre, décider et rester en lien lorsque justement l'évidence intérieure, elle ne coïncide plus avec la réalité commune, la réalité partagée de tous. Il faut donc négocier. Ne pas négocier, il ne s'agit pas de négocier comme un marchand, comme un commerçant, mais négocier comme on ouvre un espace de médiation, un espace entre deux pôles qui sinon vont se heurter. D'un côté, l'évidence vécue, c'est certain, c'est maintenant, je sens que c'est maintenant, et de l'autre, la contrainte du monde, c'est-à-dire les limites qu'on peut dépasser, les limites qu'on ne peut pas dépasser. La contrainte du monde, attendons, on va vérifier, on va voir quelles sont les conséquences. Et pour traverser ce moment sans briser ni la personne, ni le lien, il y a deux règles simples à observer. La première règle, c'est reconnaître sans ratifier. C'est-à-dire, je reconnais ce que tu vis, mais on ne valide pas la conclusion pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'il y a deux impasses ici. La première, c'est qu'il peut y avoir un affrontement frontal. Si on dit trop vite à la personne, tu as tort, tu fais un mauvais raisonnement, elle va se rigidifier. Vous risquez de l'humilier. Vous allez fracturer peut-être l'alliance qui vous lie à elle. Ça peut pousser même à l'escalade, ou alors encore au retrait. On ne refute pas une évidence affective comme on corrige une multiplication ou une addition. Celui qui possède une évidence affective, il ne cherche pas la preuve, il cherche à réaliser ce dont son désir. Seul son désir compte. La conséquence, elle n'est pas du tout tenue en compte, elle n'est pas escomptée. Donc on ne peut pas rentrer ou refuter une évidence affective comme on dirait tu as commis une erreur ou on corrigerait une multiplication ou une addition. D'accord? Sinon, on risque l'affrontement. Ça, c'est la première impasse. La deuxième impasse, c'est que on risque l'abandon. C'est-à-dire, si on dit trop vite à la personne, écoute, suis ton intuition. C'est vrai que ça apaise. C'est vrai que ça redore l'image de soi, enfin de l'autre. Ça lui redonne confiance en lui-même. Ah, enfin, quelqu'un qui me reconnaît comme quelqu'un qui me reconnaît capable de faire quelque chose. C'est ça ce qu'il va percevoir. Mais ça l'expose en même temps à l'irréversible. Parce que lui, il n'a qu'une idée, c'est réaliser son désir. Donc s'il suit son intuition, c'est d'aller, son intuition va le pousser à réaliser son projet qui est peut-être démesuré. Et surtout qui n'escompte pas la conséquence. Donc ça peut l'exposer à l'irréversible au moment même où le sens du risque se dérègle et que les conséquences, elles perdent leur poids. Alors que reste-t-il? Eh bien, il reste une troisième voie. Il faut accueillir l'expérience sans la convertir en permission. Je le dis plus simplement, je vois à quel point ton projet est urgent. C'est évident pour toi. Moi, je ne le connais pas, mais c'est vrai que ça a l'air évident pour toi. Je ne veux pas te contredire brutalement. Et ce que je te propose, c'est de t'aider, c'est de qu'on l'examine ensemble, qu'on se renseigne ensemble et qu'on voit si tu peux t'embarquer là-dedans, si tu peux obtenir les gains que tu escomptes, etc. Très bien. Mais reconnaître ne suffit pas. Parce que si l'on s'arrête à la validation, on risque de laisser filer l'évidence vers un acte. Et c'est là qu'intervient la seconde règle. On ne décide pas dans l'instant, on transforme l'urgence en procédure. Autrement dit, on remet du temps au temps, de la réversibilité et des tests. Là où il y a où l'État pousse vers le tout de suite. Il faut le faire maintenant.
Pour rendre cette règle utilisable, je vous propose une matrice en 4 verbes, 4 mots opérationnels, très précis. Ralentir, ralentir de 48 heures, plus un tiers de réalité. On va consulter quelqu'un qui va nous dire, qui va nous aiguiller, qui connaît, etc., etc. On va externaliser. Externaliser, ça signifie quoi? Ça n'est pas toi, ça n'est pas ton identité. C'est un mode qui, en toi, dans ton cerveau plutôt, s'active. Et on passe donc du je suis à je traverse. On passe du mode identitaire, essentialisant et culpabilisant, au mode contextuel et déculpabilisant. Et cette migration, justement, elle rend la manœuvre possible. On peut agir sur un état plus facilement que sur une essence. Troisième élément, tester. On convertit la certitude en hypothèse praticable par des expériences qui pourraient être même réversibles. On essaye à petite échelle, on teste, on attend, on juge, on voit ce qu'il en est, on tire la conclusion, on voit si on peut poursuivre ou alors s'arrêter. Il ne s'agit pas, encore une fois, de prouver à l'autre que c'est faux. On n'est pas là-dedans du tout. On essaye de protéger la trajectoire pendant qu'on vérifie. C'est une façon d'envelopper l'autre et l'empêcher de commettre une irréversible. Donc on teste. Et j'insiste encore une fois, il faut aussi stabiliser. On négocie pas seulement avec des arguments, on négocie avec des rythmes. Donc il faut stabiliser. Stabiliser quoi? Eh bien les rythmes du corps. Lever et coucher cadré. Des sommeils protégés. Une réduction des stimuli en phase haute. Quand on veut réduire les stimuli en phase haute, c'est-à-dire il faut avoir des soirées calmes, répétitives, des heures de coucher qui sont protégées, mettre le téléphone en mode silence, éviter les notifications, pas de décision à fort impact. C'est ça, réduire les stimuli. Et puis en phase basse, établir ou élaborer des micro-actions. Si 1 heure c'est trop long, fractionner en 15 minutes. Si 15 minutes sont trop longs, fractionner par tranche de 5 minutes, plutôt que de grands objectifs qui ne vont de toute façon pas être réalisés. Les activités doivent être choisies selon 2 axes, si c'est possible. Ça ne l'est pas toujours. Du plaisir. Quand on est en phase dépressive, on n'éprouve pas forcément de plaisir. En tout cas, de très faible intensité. Et une maîtrise, des petites réussites, des petits pas qui vont permettre de reprendre confiance en soi, de se dire qu'on est capable de la chose. Et donc pour ça, ça passe par des actions précises, concrètes. Il faut planifier dans l'agenda. On planifie pas au feeling, en se disant j'enregistre, c'est dans mon esprit, je m'en souviendrai. Non, pas du tout. On l'écrit et on obéit. On fait ce qu'on a dit. Et de la répétition, bien sûr, pour pouvoir progresser. Alors, euh, de la répétition, et puis la progression des rythmes, c'est-à-dire aujourd'hui 10 minutes, demain ou plus tard 15 minutes, 20 minutes, etc. Et on augmente ce temps-là, ce temps de l'action, au fur et à mesure que la personne, elle, acquiert ses galons, elle réalise des choses. Et ça n'est pas une hygiène de vie décorative, c'est une intervention sur la temporalité biologique de la personne qui va reconditionner la temporalité psychologique. Lorsqu'on discute en vue de la réversibilité d'une action, vous devez observer des outils précis ici. En tout cas, 3 questions assez simples. La personne vous dit, c'est certain, je le sens, le projet est sûr. Ok, question. À quel point c'est certain? De 0 à 10. Sur une échelle de 1 à 10 ou de 0 à 10. À combien c'est certain? À quel niveau c'est certain? Si on se trompe, qu'est-ce que tu as en cours? Qu'est-ce que tu risques? Combien ça va te coûter? Est-ce que c'est réversible? Est-ce qu'on peut changer d'avis? Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Et vous remarquerez quelque chose d'essentiel. On ne discute pas forcément la conviction, on travaille surtout sur le coût et la réversibilité. Même avec une certitude à 10 sur 10, même si la personne vous dit c'est certain, j'ai vérifié, il n'y a aucune chance de se planter, on peut quand même choisir une conduite moins risquée.
Et donc là, vous allez rajouter deux garde-fous essentiels. Lesquels? Eh bien, la règle des 2 nuits. Pas de décision irréversible dans l'urgence, ni même dans la nuit. Quelqu'un me disait une fois, qui n'a rien à voir avec la bipolarité, il me disait, c'est quelqu'un qui était d'un milieu, qui fréquentait la jet set, et qui me disait, dans les milieux de la nuit, on a toujours plein de projets, on a toujours envie de faire plein de choses, et on se parle les uns les autres, et on se promet des tas de choses les uns les autres. Mais le lendemain, tout ce qui a été dit la veille ne vaut plus. Alors, je pense à cette histoire, en fait, en vous évoquant ce garde-fou-là. Donc, la règle des 2 nuits, pas de décision irréversible dans l'urgence, jamais, ni même dans la nuit. Et puis, un tri qui remet de l'air. Vous opérez à un distinguo entre le fait, l'interprétation, l'émotion et l'impulsion. Ce sont des garde-fous qu'il faut mettre en place et auxquels il faut obéir. Ça permet de passer à l'irréversible. Ça évite, pardon, de passer à l'irréversible. Et enfin, le tiers de réalité. C'est-à-dire que bien souvent, l'entourage est coincé. Il, il- il y a une guerre qui peut être déclenchée à tout moment lorsqu'il s'oppose à l'autre, au proche qui vit une phase qui est compliquée. Et d'un autre côté, si on le se tait, eh bien, on devient complice d'une éventuelle action qu'il pourrait, de l'irréversible, tout simplement. Donc le tiers de réalité, c'est qui? C'est un proche qui va être désigné, ou peut-être quelqu'un qui sait, une fois les deux en même temps. Ça n'est pas un juge. C'est pas quelqu'un qui va lui dire c'est bien, c'est pas bien. Non, il s'agit pas de ça. Ce qu'on veut, c'est que ça devienne un régulateur de tempo. Il ne vient pas avoir raison, il vient protéger le temps pour éviter que l'instant ne dévore la trajectoire. Et puis négocier à froid ce qui devient impossible à chaud. C'est-à-dire un plan de crise avec des accords préalables, des directives anticipées, c'est pas quelque chose d'administratif du tout. C'est juste éthique. Parce que l'autonomie n'est pas seulement ce que je veux maintenant, c'est ce à quoi je veux rester fidèle dans la durée. L'autonomie, c'est ce à quoi je veux rester fidèle dans la durée. Alors, il faut faire des mini-protocoles. En phase haute, il faut ralentir, protéger la réversibilité, réduire la stimulation. En phase basse, il faut rouvrir l'horizon par du minimal, structurer, soutenir l'initiation. Et puis l'état mixte. L'état mixte, il faut désescalader. Il faut sécuriser, il faut renforcer les filets de sécurité par des tiers de réalité, des plans et un environnement protégé. Alors pour finir, finalement, pour finir, ce que la bipolarité met à nu, ce n'est pas seulement une variation d'humeur, c'est souvent une crise de gouvernance du temps. Quand ce temps il se dérègle, la réalité elle diverge, non pas par choix de s'égarer, mais parce que les mécanismes de calibration se désaccordent, c'est-à-dire le sommeil, les rythmes, l'assaillance, l'anticipation et le sens de la réversibilité. Alors négocier la réalité, c'est justement bâtir des ponts, ajouter du temps à l'urgence, ajourner la décision, protéger le corps, mettre en place des routines, mettre en place des garde-fous éthiques pour préserver ce qui ne se remplace pas. Et pour le dire en une phrase qui vaut comme une boussole, enfin, vous en déciderez éventuellement, la vérité est fille du temps. Je vous remercie infiniment et je vous laisse la parole pour intervenir quand il vous conviendra.